Alors, au programme, ce matin, nous disposons d'une heure pour parler de la durée du travail. L'objectif, c'est de vous présenter les outils juridiques qui s'offrent à vous pour adapter, améliorer la durée du travail aux spécificités de votre activité. Ce webinaire, il est réparti en 5 chapitres. Je vous propose, en fait, à la fin de chacun des chapitres, de réserver un temps d'échange au cours duquel vous pourrez poser vos éventuelles questions. Donc, c'est parti. On va aborder la première partie sur les principes de base de la durée légale du travail. Donc, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Il est strictement interdit de faire de compenser les heures de travail effectuées d'une semaine sur l'autre. Ce principe de compensation d'une semaine sur l'autre est possible, mais uniquement si c'est prévu par un accord collectif d'entreprise ou par votre convention collective de branche. Alors, pas tous les salariés sont soumis à la durée légale du travail. Certains salariés ont un statut particulier et sont donc exclus des règles sur la durée du travail. Il s'agit donc des VRP, des salariés soumis au forfait annuel en jours. La principale raison, c'est que les forfaits annuels en jours, leur durée du travail est décomptée en fonction d'un nombre de jours travaillés et non pas en fonction d'un nombre d'heures. Et les cadres dirigeants sont également exclus. Il faut savoir que la notion de cadre dirigeant, ce sont des personnes qui se voient confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans leur organisation de travail. Ils sont amenés à prendre des décisions de façon totalement autonome et leur rémunération se situe dans la fourchette la plus élevée de la grille salariale instaurée au sein de l'entreprise. Le cadre dirigeant, par ailleurs, il est amené à prendre des décisions et à participer à la direction de l'entreprise. Pour vous donner un exemple, par exemple, un directeur industriel qui est à temps partiel ne sera pas considéré comme un cadre dirigeant puisqu'il n'est pas libre dans l'organisation de sa journée de travail. De la même manière, un responsable commercial qui, lui, est pas libre dans la fixation des offres commerciales ou dans les offres qu'il propose à ses clients et dans les tarifs, il doit se référer régulièrement à son responsable technico-commercial. Celui-ci ne pourra pas avoir le statut de cadre dirigeant. En dehors de ces cas spécifiques, la plupart des salariés, que ce soit des CDD, des CDI, des travailleurs temporaires ou des travailleurs à temps partiel, sont soumis aux règles sur la durée légale du travail. Donc, il faut veiller à respecter les durées maximales du travail. On a plusieurs durées maximales, on a des durées maximales journalières. Le principe, c'est qu'un salarié ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour, sauf si un accord collectif d'entreprise ou une convention collective de branche prévoit le contraire. On a également une durée maximale hebdomadaire. Donc là, il faut veiller à respecter une double limite. C'est-à-dire que sur la même semaine, un salarié ne peut pas faire plus de 48 heures. Et également, sur une moyenne de 12 semaines consécutives, il ne peut pas travailler en moyenne plus de 44 heures. La conséquence du non-respect de ces durées maximales du travail, ça va être des sanctions. Donc, par exemple, il y a une amende de 4e classe qui s'élève à 750 € et qui est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés. Donc, ça peut vraiment chiffrer quand on a plusieurs salariés qui sont en dehors de ces limites maximales du travail. D'ailleurs, on a eu une petite question sur cette durée maximale du travail pour les salariés qui cumulent plusieurs emplois. Un salarié à temps partiel dans mon entreprise qui cumule plusieurs emplois doit aussi respecter ces durées maximales du travail. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez demander à votre salarié à temps partiel tout justificatif
permettant de vérifier la durée effective du travail. Vous pouvez par exemple lui demander de fournir son contrat de travail ou son planning pour vérifier le temps de travail qu'il effectue chez l'autre employeur. Si le salarié refuse de vous fournir les justificatifs demandés, à ce moment-là, ça constitue une faute et ça pourra éventuellement faire l'objet d'un licenciement. Donc voilà, les durées maximales du travail, c'est une notion qui est très importante. Et même pour les salariés à temps partiel au sein de votre entreprise, il faut avoir certaines garanties. Durée maximale du travail, on a également les temps de repos et les temps de pause. Donc, un salarié doit bénéficier d'un repos minimal de 11 heures consécutives par jour. Encore une fois, cette disposition, elle est issue du Code du travail. Il est possible qu'un accord collectif d'entreprise ou une convention collective de branche déroge à cette durée quotidienne de repos. Ensuite, vos salariés qui travaillent après 6 heures, enfin un salarié qui travaille au moins 6 heures doit bénéficier d'une pause quotidienne d'au moins 20 minutes. Cette pause quotidienne, elle n'est pas fractionnable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir que le matin, le salarié aura 15 minutes de pause et l'après-midi, il aura 15 minutes de pause. C'est pas possible. En pratique, ce temps de pause, il est souvent confondu avec la pause déjeuner. Le temps de pause, c'est un temps qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, c'est-à-dire que c'est du temps de travail non rémunéré. Ensuite, du coup, les salariés devront également bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Le principe, c'est qu'on ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. Donc, notion importante, qu'est-ce que la durée légale du travail? Le temps de travail effectif. Donc, le temps de travail effectif, c'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. Il doit se conformer à ses directives et il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Donc, cette définition du temps de travail effectif, elle permet de distinguer d'autres temps, comme par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure, le temps de pause. Le temps de pause, c'est pas du temps de travail effectif et il n'est pas rémunéré. Le temps d'habillage, le temps de déshabillage, le principe, c'est que là encore, c'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n'a donc pas à être rémunéré. Par contre, il pourra faire l'objet d'une contrepartie. Une contrepartie qui peut être soit sous la forme d'un repos, soit sous la forme financière. Cette contrepartie, elle est due que si 2 conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, il faut que la tenue vestimentaire soit imposée par l'entreprise, par le contrat de travail, par un règlement intérieur, etc. Et la deuxième condition, il faut que l'opération d'habillage et de déshabillage se fasse obligatoirement sur le lieu de travail. Donc, ça va être le cas, par exemple, où une contrepartie est versée lorsque les salariés sont amenés à faire des travaux qui sont salissants, dangereux, ou qui sont amenés, par exemple, à travailler dans des laboratoires, et pour des raisons d'hygiène, ils sont tenus à porter un vêtement et à procéder à cette opération d'habillage-déshabillage sur leur lieu de travail. Alors, il y a plusieurs jurisprudences dans lesquelles, en fait, l'employeur justifiait ne pas verser de contrepartie à ses salariés au motif que oui, la tenue était imposée, mais que l'opération d'habillage-déshabillage n'était pas obligatoirement à faire sur le lieu de travail. Donc ça a été contredit par les juges parce que lors du contrôle en entreprise, ils ont vu qu'il y avait des armoires ou des vestiaires. Et donc du coup, le fait d'avoir des armoires ou des vestiaires au sein de votre entreprise, ça présume du fait que l'opération d'habillage et de déshabillage se fasse sur le lieu de travail. Alors, par exemple, on peut apporter des contre-exemples avec, dans le secteur commercial, un vendeur qui porte un vêtement avec l'effigie de la marque pour être reconnaissable vis-à-vis des clients, il n'y aura pas
de contrepartie parce qu'il peut arriver sur son lieu de travail directement avec le t-shirt à l'effigie de la marque. C'est également le cas dans le secteur de la restauration. Dans le secteur de la restauration, lorsqu'on impose à un serveur, par exemple, de venir avec un pantalon noir et une chemise blanche, il n'y aura pas de contrepartie, puisque l'opération d'habillage-déshabillage ne doit pas obligatoirement se faire à l'entreprise. Sur ce temps d'habillage-déshabillage, il y a également des dérogations où un accord collectif d'entreprise ou une convention collective peut aussi dire qu'il y aura une rémunération de ce temps-là, ou fixer la contrepartie. Donc les temps de trajet et de déplacement à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qui fait l'objet de nombreuses questions. J'ai énormément de clients qui m'interrogent sur ce point-là. Le principe, c'est que le trajet domicile-lieu de travail, ce n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. En conséquence, il n'y a pas de rémunération à verser. En revanche, ce temps de trajet, excusez-moi, domicile-lieu de travail, peut faire l'objet d'une contrepartie, soit en repos, soit financière. Il y a une contrepartie qui est due si le temps de trajet domicile-lieu de travail dépasse le temps habituel de trajet quotidien. Alors, je vais vous illustrer ça par un exemple. Donc, j'ai un salarié qui travaille sur Lyon, il met tous les matins 30 minutes pour se rendre au bureau. Ponctuellement, il est amené à faire des déplacements en région parisienne pour suivre des formations ou rencontrer des clients. Ce temps de déplacement va être inhabituel puisque ponctuellement, il va mettre 2 heures au lieu de mettre 30 minutes. Donc les 30 minutes, c'est du temps de travail, du temps de trajet habituel, il n'y a pas de contrepartie, c'est pas du temps de travail effectif, il n'y a pas de rémunération. En revanche, l'heure et demie supplémentaire, ça va être du temps de trajet inhabituel. Comme c'est du temps de trajet inhabituel, c'est soumis à contrepartie. Donc la contrepartie, vous êtes libre de la fixer, sauf si c'est prévu par votre convention collective, mais vous pouvez la fixer par un accord collectif d'entreprise, ça peut être un temps de repos ou une contrepartie financière. Ensuite, le temps de trajet entre 2 lieux de travail. Donc le temps de trajet entre 2 lieux de travail, c'est considéré comme du temps de travail effectif. C'est-à-dire que ça doit faire l'objet d'une rémunération. Donc je me déplace entre 2 agences ou entre 2 chantiers ou entre 2 clients, etc. C'est du temps de travail effectif, je dois être rémunéré. Alors, c'est le cas, par exemple, dans le domaine du bâtiment. Dans le domaine du bâtiment, il faut faire attention parce que si vous imposez à vos salariés de passer obligatoirement par le dépôt ou le siège social de l'entreprise avant de se rendre sur son chantier, à ce moment-là, le trajet du dépôt au chantier, ça va être considéré comme du temps de travail effectif. Donc, j'ai eu l'occasion de traiter d'un problème en fait prud'homal avec une entreprise spécialisée dans le bâtiment qui, elle, avait coutume de faire venir ses salariés au dépôt à 7h30 du matin tous les matins pour charger du matériel, récupérer des collègues et ensuite se rendre sur le chantier pour être sur le chantier à 8h. Donc, et commencer à travailler dès 8h sur le chantier. Mais le fait d'être à 7h30 au dépôt, bah, la demi-heure entre 7h30 et le commencement du chantier, ça doit être du temps de travail effectif et donc du coup, ça doit être rémunéré. Dans mon cas, l'entreprise considérait que ce n'était pas du temps de travail, donc elle ne rémunérait pas ses salariés pour cette demi-heure et elle a été condamnée au prud'homme. Donc il faut vraiment faire attention. En revanche, lorsque le salarié il est libre de passer par le dépôt avant de se rendre sur son chantier, parce qu'il se rend compte qu'il a oublié du matériel, alors il va faire un petit détour par le dépôt, à ce moment-là, ce ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif, parce que ce n'est pas une obligation de passer par le dépôt. Donc la notion d'heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, ce sont toutes les heures qui sont effectuées au-delà de la durée légale du travail, donc au-delà de 35 heures.
On est libre d'effectuer des heures supplémentaires, mais attention, il faut toujours veiller à ce que les durées maximales du travail et les temps de repos soient respectés. Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine, sauf dérogation, on le verra dans une autre partie, pour ce qui est des forfaits mensuels ou des forfaits annuels en heures. Le décompte sera différent. Donc, sauf si votre convention collective ou votre accord collectif de travail prévoit une définition différente, la semaine est considérée comme débutant le lundi et se terminant le dimanche. Alors, la rémunération des heures supplémentaires. Donc, la rémunération des heures supplémentaires, donc là encore, je vais vous exposer le régime légal, mais il est possible que ces règles évoluent en fonction des règles applicables au sein de votre convention collective. Donc, de la 36e à la 43e heure, les heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de salaire. Et également, à partir de la 44e heure, il y a une autre majoration qui s'applique, qui est de 50%. Donc, votre convention collective peut aussi prévoir la possibilité de remplacer cette majoration de salaire par un repos compensateur de remplacement. Si je remplace une heure supplémentaire par du repos, ça voudrait dire que lorsque j'effectue une heure supplémentaire, j'ai le droit à 1h25 de repos compensateur. Il faut toujours que le repos prenne en compte les majorations. Alors, une convention collective de branche ou un accord collectif d'entreprise peut déroger à cette majoration de salaire tout en respectant le plancher de 10%. On ne peut pas rémunérer les heures supplémentaires en deçà d'une majoration de 10%. Alors, par exemple, donc là je vous ai mis un exemple, dans le domaine de l'hôtellerie, café-restaurant, la convention collective prévoit une disposition qui est moins favorable que la loi, puisqu'elle prévoit une rémunération des heures supplémentaires de 10% entre la 36e et la 39e heure, puis de 20% entre la 40e et la 43e heure, et enfin la majoration légale, donc comme le Code du travail, à partir de la 44e heure, ce sera une majoration de 50%. Ça s'explique parce que c'est vrai que dans le domaine de l'hôtellerie, café, restaurant, c'est un domaine où on fait énormément d'heures supplémentaires. Du coup, c'est quelque chose qui a été négocié par les partenaires sociaux. Alors, une petite information sur le régime probatoire des heures supplémentaires. Alors, nous, on a coutume au sein de SFC d'intégrer dans nos contrats de travail une mention sur le fait que les heures supplémentaires, en fait, elles doivent être effectuées uniquement à la demande expresse de l'employeur. Et si elles ne sont pas effectuées à la demande de l'employeur, elles ne peuvent pas être rémunérées. C'est pour se protéger et informer le salarié que, attention, s'il est amené à faire des heures supplémentaires, il doit en informer son employeur. Alors, attention, encore une fois, c'est que dans certaines entreprises, même si le salarié en informe pas son employeur, l'employeur l'employeur ne pouvait pas ignorer que des heures supplémentaires ont été réalisées dans la mesure où la charge de travail confiée au salarié est d'une importance telle qu'elle rendait indispensable l'exécution d'heures supplémentaires. Donc ça, il faut faire attention, c'est-à-dire que les heures supplémentaires implicites, avec l'accord implicite de l'employeur, elles doivent être rémunérées.
Donc, le régime probatoire, c'est un régime, en fait, un partage de preuves. C'est que le salarié doit, dans un premier temps, apporter les éléments à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et il appartient ensuite à l'employeur d'y répondre. Et au regard des éléments apportés et par le salarié et par l'employeur, les juges vont trancher. Alors, donc, un petit récapitulatif et des exemples qui ont été pris en compte par les juges. Par exemple, un relevé d'heures établi uniquement par le salarié et non contresigné par l'employeur, ça a été considéré comme valable pour condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires. Il y a aussi un document récapitulatif, même fait au crayon, heure d'entrée, heure de sortie de l'entreprise. Il y a aussi des mails envoyés tôt le soir ou tard le matin. Ça peut justifier d'une certaine durée du travail. Donc ça, c'était un petit aparté, c'est sur le fait d'essayer de vous alerter et de vous sensibiliser à faire attention avec ces heures supplémentaires, parce qu'en cas de contentieux, ça peut vraiment vous porter préjudice. Parce que le salarié peut demander, mais on le verra aussi ultérieurement, c'est que le salarié peut vous demander un rappel d'heures supplémentaires et il peut également vous demander des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Et ça c'est plafonné à 6 mois de salaire brut. C'est une indemnité qui est forfaitaire. Alors, là, des heures supplémentaires, on va évoquer le contingent annuel d'heures supplémentaires. Donc, le contingent annuel d'heures supplémentaires, c'est le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Donc, attention à ne pas confondre avec le repos compensateur qui, lui, est attribué pour rémunérer les heures supplémentaires. Le contingent annuel, c'est vraiment un seuil d'heures supplémentaires sur l'année qu'on ne doit pas dépasser. Si on le dépasse, ce n'est pas interdit, mais à ce moment-là, le salarié va pouvoir bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos. Pour savoir quel est ce nombre d'heures supplémentaires à effectuer sur l'année, donc ce contingent annuel d'heures supplémentaires, il faut d'abord se référer à votre accord collectif d'entreprise. Si vous n'avez pas d'accord collectif d'entreprise, il faut donc vérifier votre convention collective de branche. Et si ni l'un ni l'autre ne fixe de contingent annuel d'heures supplémentaires, à ce moment-là, il faut appliquer la loi. Et la loi prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié. Donc, le contingent annuel d'heures supplémentaires, c'est un décompte qui se fait, vous l'aurez compris, sur l'année. C'est un décompte qui est individuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le globaliser au niveau de l'entreprise ou de l'établissement et il n'est pas transférable d'un salarié à un autre. Je ne peux pas dire parce que j'ai un salarié qui a dépassé son contingent, le surplus qui concerne le dépassement, je ne peux pas l'imputer sur un autre salarié qui serait en dessous du contingent. Donc, ce contingent annuel d'heures supplémentaires, lorsqu'on fait des heures dans la limite de ce contingent annuel, on n'a pas le droit à de contrepartie obligatoire en repos. Sauf si, encore une fois, un accord collectif ou une convention collective de branche prévoit le contraire. Et les heures qui sont accomplies hors du contingent, donc qui dépassent le contingent, ça ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos pour le salarié qui est fixée en fonction de vos effectifs. C'est-à-dire que si vous avez un effectif de 20 salariés au plus, cette contrepartie sera égale à 50% des heures effectuées, au-delà du contingent. Si, au contraire, votre effectif est supérieur à 20 salariés, cette contrepartie sera majorée à 200%. Donc, pour vous donner un exemple chiffré, je fais une heure en plus, à la fin de l'année, je fais une heure en plus du contingent, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 220 heures, comme le prévoit la loi, je fais 221 heures. Cette heure que je vais faire au-delà du contingent annuel supplémentaire va me permettre d'avoir une contrepartie en repos de 1h25. 1h30, pardon. 1h30, puisque la majoration, c'est 50%.
Donc là, je vous ai fait une liste de ce que prévoient certaines conventions collectives. Donc, alors, j'attends que la diapo se mette en place. Voilà. Donc, une liste de conventions collectives. Alors, par exemple, on voit que dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, le contingent annuel d'heures supplémentaires, c'est le contingent légal, 220 heures par an et par salarié. Dans le domaine de l'hôtel, café, restaurant, là, c'est 360 heures par an et par salarié. On voit vraiment que c'est vraiment quelque chose qui déroge à la durée légale du travail. Au contraire, dans le domaine de l'ingénierie, avec le bureau d'études techniques, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié pour les ETAM uniquement, les employés, techniciens et agents de maîtrise. Pour les cadres, eux, ils seront soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires légal, 220 heures par an et par salarié. Après, dans le domaine du bâtiment, c'est 180 heures par an et par salarié, sauf si la durée du travail est annualisée. Et dans le commerce de gros, également, secteur alimentaire, c'est 180 heures par an et par salarié. Voilà pour cette première partie sur la durée légale du travail. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, on peut faire un petit échange et d'écoute pour que vous puissiez poser vos éventuelles questions avant d'attaquer la deuxième partie. Vous pouvez poser vos questions si jamais sur le chat, si tout au long de la présentation vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et Delphi répondra avec grand plaisir. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande. N'hésitez pas à activer vos micros aussi. Oui, bonjour, Vincent Gidou. Moi, je voulais savoir, donc, en l'occurrence, par rapport... Donc, moi, je confie effectivement la réalisation des feuilles de paie et des suivis par SFC. Je vous enverrai le support à toutes les personnes qui le souhaitent, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous m'entendez? Alors, on voit qui c'est qui. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ah oui, on vous entend, Oui, parfait. Ah d'accord, ok, j'avais un problème avec le micro, ça marchait pas. Oui, bonjour. Donc moi, je confie effectivement la réalisation des fiches de paie et des suivis à SFC. Je voulais savoir si d'un point de vue strictement administration, vous nous envoyez en cours d'année des récapitulatifs d'heures sup et donc par conséquent des alertes sur le fait que nos salariés potentiellement peuvent dépasser, s'ils continuent à ce rythme-là, les 220 heures. Alors, ça, c'est vrai qu'au sein de SFC, au niveau de la paye, je sais que c'est vous qui transmettez à la paye les décomptes d'heures effectuées. Si vous êtes amené, si nous, on voit en paye que le contingent est dépassé, on va vous faire une alerte. On va vous faire une alerte et on va vous proposer des solutions. Parce qu'il existe, on verra aussi dans les autres parties, il existe des solutions pour pallier à ce dépassement-là. Mais effectivement, en paye, il peut y avoir des alertes. Mais encore une fois, c'est vraiment à vous de faire attention à veiller à ce que le contingent ne soit pas dépassé. Ok, merci. Alors, on a d'autres questions. Alors, bonjour, est-ce que le trajet de retour du chantier est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel? Alors, le temps de trajet retour du chantier, donc ça dépend en fait. Si on fait, le salarié part de son chantier pour se rendre chez lui, à ce moment-là, c'est pas du temps de travail effectif. Il rentre chez lui après sa journée de travail, donc c'est pas du temps de travail rémunéré. En revanche, s'il est tenu, avant de rentrer chez lui, de s'arrêter au dépôt de l'entreprise pour décharger du matériel ou pour restituer le véhicule de service, à ce moment-là, ça rentrera dans son temps de travail. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Par rapport au retour du chantier. Très clair, merci. C'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu complexes. Après, dans le bâtiment, il y a vraiment des règles spécifiques avec des indemnités qui sont spécifiques.
Dans le secteur du bâtiment, on a les indemnités de transport, les indemnités de trajet, à faire attention, à veiller à les respecter. Alors, du coup, on va enchaîner sur la deuxième partie, qui sont les modalités d'aménagement du temps de travail. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'avais écrit dans le chat, du coup, je me permets de vous reposer la question oralement. Je voulais savoir ce qu'il en était des heures supplémentaires ou complémentaires pour les temps partiels. Alors, les temps partiels, les temps partiels, c'est quelque chose qui est très légiféré. Il y a les heures complémentaires bénéficient d'une majoration également. Ça peut être remplacé également par du repos compensateur. Et en fait, il y a une limite. C'est votre convention collective de branche ou alors un accord collectif d'entreprise qui va fixer cette limite d'heures complémentaires à effectuer. En principe, c'est 1/10 de la durée contractuelle. Et ça peut être 1/3. Certaines conventions collectives prévoient que ça peut être jusqu'à 1/3. Et on ne peut pas aller au-delà. Et le temps partiel, attention avec les heures complémentaires, c'est qu'on ne peut jamais atteindre la durée légale du travail de 35 heures. Si un salarié atteint les 35 heures, il pourrait être considéré comme à temps complet et faire requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. D'accord. C'est très cadré, les règles, par contre, le temps partiel, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué parce qu'on est limité en temps, mais c'est très, on est moins libre avec du temps partiel. Mais dans tous les cas, les personnes ont le droit de faire des heures complémentaires. Oui, mais limité. Donc soit 1/10, soit 1/3. D'accord. Tout dépend de ce que prévoit votre convention collective. On n'a pas de convention collective. D'accord. Et bien du coup, c'est pas loi, donc ça sera 1/10. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, on va passer à la deuxième partie sur les modalités d'aménagement du temps de travail. Donc là, c'est une partie qui est importante puisque c'est ce qui va vous permettre d'adapter la durée du travail aux spécificités de votre activité. Donc, on a un dispositif qui est l'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines. On a un dispositif qui est conventionnel, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui doit être prévu par un accord collectif d'entreprise ou un accord collectif de branche. Donc, ce dispositif conventionnel, il prévoit en fait la répartition de la durée du travail sur une période qui est supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Dans ce système-là, va constituer des heures supplémentaires, donc les heures effectuées en cours d'année, au-delà d'une limite haute hebdomadaire qu'on aura éventuellement fixée. On n'est pas obligé de fixer en cours d'année une limite haute. C'est facultatif. Tout dépend de ce que prévoit l'accord. Dans tous les cas, ce qui est obligatoire, c'est qu'en fin de période, toutes les heures qui seront effectuées au-delà de 1607 heures annuelles seront considérées comme des heures supplémentaires et devront être rémunérées comme telles. L'idée, c'est que sur l'année, on doit faire en moyenne 35 heures. Si on est au-delà, ça génère des heures supplémentaires et elles doivent être rémunérées comme telles. Donc là, également, j'avais eu une question sur le fait de comment faire pour rendre le système attractif pour les salariés qui refusent éventuellement un aménagement, une annualisation de leur temps de travail parce qu'ils perçoivent uniquement la rémunération des heures sup en fin de période, en fin d'année. Donc là, je dirais que finalement, ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'il est possible, dans un accord collectif d'entreprise, de prévoir une limite haute hebdomadaire, qui fait qu'à la fin du mois, toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de ce plafond vont générer des heures supplémentaires et vont être rémunérées à la fin du mois. Et on restera également, on aura aussi ce dispositif de rémunération en fin de période. On a un dispositif également qui est réglementaire. Donc là, c'est un dispositif qui est beaucoup moins mis en place par les entreprises parce qu'il est quand même assez lourd à gérer puisque ce n'est pas sur l'année, mais c'est un système d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines consécutives. Donc 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés et 4 semaines pour les autres. C'est assez lourd administrativement à mettre en place. Donc voilà, ce n'est pas un dispositif que j'ai l'habitude de mettre en place chez nos clients. Ensuite, on a des conventions de forfait. Donc les conventions de forfait,
L'avantage, c'est que ça va permettre de verser un salaire qui est forfaitaire, identique d'un mois sur l'autre, et qui inclut un certain nombre d'heures supplémentaires à l'avance. On a des forfaits avec référence horaire et des forfaits sans référence horaire. Donc, dans le forfait avec référence horaire, on distingue le forfait horaire hebdomadaire, mensuel et annuel. Et dans le forfait sans référence horaire, le principe, c'est le forfait annuel en jours. Le décompte du temps de travail se fait en fonction d'un nombre de jours travaillés et non pas en fonction d'un nombre d'heures. Alors, le forfait sur la semaine ou sur le mois, il doit être formalisé par une convention écrite, donc un contrat de travail ou un avenant, entre l'employeur et le salarié. Et dans cette convention-là, on va fixer un nombre global d'heures de travail qui sera effectué sur la semaine ou sur le mois. Pour que ce dispositif soit valable, il faut respecter 3 conditions cumulatives. 1, il faut que le salarié soit d'accord. 2, il faut que le nombre d'heures correspondant au forfait soit déterminé. Et 3, il faut prévoir une rémunération qui soit au moins égale aux heures effectuées dans le cadre du forfait, y compris s'il y a des majorations pour heures supplémentaires. Donc ce forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, il est applicable pour tous les salariés. Tous les salariés sont éligibles, cadres, non-cadres, peu importe. Il n'y est pas obligé d'avoir un accord collectif d'entreprise, ni une convention collective de branche pour appliquer ce système-là. Les heures qui seront accomplies au-delà du forfait devront être rémunérées en plus, avec une majoration de salaire. En revanche, si sur un mois, le salarié est amené à travailler beaucoup moins que ce qui était prévu dans le cadre de son forfait, ça ne doit pas entraîner une baisse de rémunération. Donc je travaille plus au-delà du forfait, je suis rémunéré en plus, je travaille moins, je maintiens ma rémunération. En paye, le forfait hebdomadaire sur la semaine ou sur le mois, il faut obligatoirement que sur le bulletin de paye soit mentionné la nature du forfait, c'est-à-dire si c'est un forfait hebdomadaire ou mensuel, et le volume du forfait, le nombre d'heures prévues. Dans le cadre du forfait, les salariés sont soumis aux règles sur la durée légale du travail, c'est-à-dire qu'il faut veiller à respecter aux durées maximales du travail et au temps de repos. Les salariés bénéficient également d'une contrepartie obligatoire en repos s'ils sont amenés à dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires dans l'année. Ce qu'on fait beaucoup au sein de SFC de plus en plus, c'est des forfaits annuels en heures. Donc, l'idée, c'est que la durée du travail, c'est un nombre d'heures qu'on fixe sur l'année, qui inclut des heures supplémentaires. Donc, ce dispositif-là, par contre, à la différence du forfait mensuel en heures ou hebdomadaire en heures, il faut qu'il soit prévu soit par votre convention collective de branche, soit par un accord collectif d'entreprise. Il faut également, toujours pareil, l'accord du salarié et sont concernés par le forfait annuel en heures uniquement les cadres dont les fonctions ne leur permettent pas de suivre l'horaire collectif de travail applicable au sein d'un service, et les non-cadres. Les non-cadres à condition qu'ils aient une réelle autonomie dans leur organisation. Donc pas tout le monde peut se voir imposer un forfait annuel en heures sur l'année. Enfin. Donc, comme je vous l'ai dit, le forfait en heures sur l'année doit être prévu par un accord collectif d'entreprise ou un accord de branche. Et cet accord doit prévoir certaines mentions, notamment la catégorie des salariés concernés, la période de référence, le nombre d'heures comprises dans le forfait, par exemple, et l'impact des entrées et de sorties en cours d'année sur la rémunération. Comment fonctionne le forfait annuel en heures? Donc là où c'est intéressant de le mettre en place, c'est pour les entreprises qui sont amenées à faire travailler leurs salariés, pour les entreprises qui font beaucoup d'heures supplémentaires à l'année, puisque en fait, dans le cadre du forfait annuel en heures, les salariés ne sont pas soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires. C'est-à-dire que même s'ils dépassent le contingent, il n'y a pas de contrepartie obligatoire en repos qui est due. En revanche, toutes les heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration, ou alors avec du repos compensateur.
Là également, un système qui est très intéressant pour nos clients et qu'on met de plus en plus en place, c'est le forfait annuel en jours. Le forfait annuel en jours, l'avantage, c'est qu'on va décompter la durée du travail en fonction d'un nombre de jours travaillés. Il n'y a aucune référence horaire. Donc, dans le forfait annuel en jours, on ne va pas distinguer entre le temps de travail effectif et les autres temps, qui ne sont pas du temps de travail effectif, puisqu'on décompte en nombre de jours. L'avantage, donc comme je vous l'ai dit, c'est que certaines dispositions ne vont pas être applicables, comme la durée légale hebdomadaire de 35 heures, les dispositions relatives aux heures supplémentaires, les temps de repos, les durées quotidiennes maximales du travail et les durées maximales hebdomadaires qui ne sont pas concernées par le forfait annuel en jours. En revanche, il est important de veiller à ce que les salariés en forfait en jour bénéficient d'un temps de repos quotidien, d'un temps de repos hebdomadaire, et puis bien sûr des jours fériés et des congés payés. Là encore, comme le forfait en heures sur l'année, pas tous les salariés sont concernés. Il faut vraiment que le salarié dispose d'une certaine autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il soit libre d'organiser ses journées de travail. Ça suppose quand même des fonctions avec une certaine responsabilité. L'idée, c'est qu'on va utiliser le forfait annuel en jours lorsque les salariés, il est impossible de contrôler leur temps de travail. On ne peut pas prévoir leur durée du travail. Ça va être par exemple des commerciaux qui sont régulièrement sur la route ou des fonctions importantes comme un directeur technique, ce genre de fonction-là qui pourrait bénéficier du forfait annuel en jours. Ce forfait annuel en jours, il est mis en place, donc, comme je vous l'ai dit, soit par un accord collectif d'entreprise, soit par un accord de branche. L'accord, il doit contenir certaines mentions obligatoires. Il doit définir quels sont les salariés concernés. Ça peut être des salariés uniquement d'un service ou des salariés qui exercent certaines fonctions. Ensuite, on doit définir la période de référence. On doit également définir la limite du nombre de jours travaillés dans l'année. Donc le plafond, c'est 218 jours. Je ne dois pas travailler plus de 218 jours par an. Ça, c'est la loi. Votre convention collective peut prévoir une limite en dessous de 218 jours. Pour pouvoir respecter ce plafond de 218 jours, le salarié bénéficie de RTT. Le nombre de RTT varie d'une année sur l'autre entre 8 et 12 jours en fonction du nombre de jours fériés, en fonction de savoir si on est sur une année bissextile ou pas. Donc, toujours pareil, l'importance, donc le forfait annuel en jour, c'est un forfait qui est très intéressant puisqu'il n'y a pas de notion d'heures supplémentaires, mais qui implique une certaine rigueur dans le suivi des salariés en forfait annuel en jour. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que leur charge de travail soit raisonnable. Pour ça, il est important d'organiser, c'est d'ailleurs une obligation, ça peut être un ou plusieurs entretiens annuels spécifiques, au cours desquels on va évoquer plusieurs sujets, comme la charge de travail, l'organisation de travail, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors attention, si le contrôle du forfait annuel en jour n'est pas respecté, le forfait annuel en jour peut être annulé par les juges. La conséquence, c'est que toutes les heures supplémentaires qui auront été effectuées par le salarié devront être rémunérées. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une jurisprudence récente où le salarié, son forfait annuel en jour a été annulé, il bénéficie d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. En revanche, il y a une compensation puisqu'il doit rembourser à l'employeur tous les jours de repos, enfin tous les jours de RTT qu'il a bénéficié pour respecter ce plafond de 218 jours. Il ne peut pas demander à la fois un rappel de salaire et conserver les jours de repos dont il a bénéficié. Voilà pour cette deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur les sujets ? On pourra éventuellement revenir à la fin de l'exposé si vous avez d'autres questions sur ces modalités d'aménagement du temps de travail. Ah, on a une personne. Ah, une question. Dans le chat ?
C'est bon, je peux prendre la parole, madame? Super, je vous entends, parfait. Oui, d'accord. Je vous écoute, dites-moi. Oui, je voulais revenir sur le rappel des salaires et des heures de repos. Oui. Je reviens par rapport à, là c'est un peu hors sujet, mais ça concerne aussi un contrat de travail d'apprentissage. Oui. Est-ce que les apprentis, lorsqu'ils n'ont pas effectué toutes les heures du travail parce que bon, l'entreprise n'était plus là et qu'il y a eu, comment dirais-je, le salarié ou l'apprenti réclame ses dûs, est-ce qu'il peut aussi demander les heures considérées comme des congés payés et tout ça? Alors, il faut savoir qu'un apprenti, il est considéré comme un salarié. C'est-à-dire que les règles s'appliquent également aux apprentis, les règles sur la durée du travail. Alors, effectivement, si un apprenti est amené à faire des heures supplémentaires, il peut en demander le paiement. D'accord. Vraiment, il n'y a aucune distinction entre l'apprenti et un salarié. OK. Alors, une deuxième question. Oui. Les associations font partie de quel collectif? Alors, de quelle convention collective? Eh ben, ça dépend de leur activité. C'est-à-dire? Alors, pour déterminer une convention collective applicable, c'est l'activité principale de l'association qui va déterminer quelle convention collective est applicable. Donc, si c'est une association qui est spécialisée dans le domaine socio-culturel, ça sera par exemple la convention collective socio-culturelle. D'accord. Si c'est une association qui est spécialisée dans le sport, ça sera la convention collective du sport. OK. On se réfère vraiment à l'activité principale. Et la demande, elle se fait où? Alors, ben, du coup, ça se fait auprès de l'INSEE. Vous avez quand vous immatriculez une société, par exemple, elle se voit attribuer un code APE. Et c'est ce code APE qui, bon, après, c'est un indicatif de détermination de la convention collective applicable. Mais voilà, c'est des formalités administratives. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra le voir ultérieurement en aparté. Vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème pour que je puisse vous aiguiller sur la convention collective applicable à votre association et toutes les démarches administratives. D'accord. Ben oui, justement, comme j'ai eu du mal, je m'excuse déjà du retard, j'ai eu du mal à me connecter. J'ai essayé de vous appeler sur le téléphone qui est le 04, je crois, 79 3 x 17. Et j'ai le répondeur qui me dit ce numéro. Moi, j'ai vos coordonnées mail. Ce que je ferai, c'est que je vous rappellerai. À la fin, d'accord. Voilà, je vous rappellerai. On fera un petit. D'accord, ça marche. Merci. Je vous en prie. Donc, du coup, alors, troisième partie, le rôle de l'accord collectif d'entreprise. Excusez-moi. Oui, pardon. Oui. Excusez-moi, du coup, moi j'avais une question, mais je ne sais pas si c'est en lien aussi avec le précédent thème. C'était par rapport au contrat de travail à temps partiel. Oui. Je voulais savoir si justement on amène un salarié à avoir un contrat de travail à temps plein, si on a le droit de le ramener sur un contrat à temps partiel ultérieurement, si la charge de travail est plus faible. Son accord. Il faut faire un avenant. D'accord, très bien. Le passage d'un temps complet à un temps partiel ou inversement est possible. Il faut rédiger un avenant. Il faut l'accord du salarié. Parce que ça affecte sa durée du travail et sa rémunération. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, pour cette troisième partie, donc je vous rappelle, il y aura toujours possibilité de poser des questions à la fin du webinaire. Donc, troisième partie, le rôle de l'accord collectif d'entreprise en matière de durée du travail. Donc, l'accord collectif, c'est une véritable révolution. Ça permet d'apporter de la souplesse et de la flexibilité pour vos entreprises et vraiment de vous adapter, d'adapter la durée du travail et toutes les règles à votre activité. Donc, j'ai listé quelques exemples vous permettant de voir ce qu'il est possible de faire avec un accord collectif d'entreprise. Donc, il est possible de déroger aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Dans certains cas. Il est possible également, pour les heures supplémentaires, de définir un décompte de 7 jours consécutifs
pas forcément en lien avec la semaine civile. Et il est possible, comme je vous l'avais dit précédemment, de revoir la majoration, le paiement des heures supplémentaires, sans que ce soit inférieur à une majoration de 10%. Bon, ça, c'est des dispositions qui sont rarement mises en place parce que il faut que ça soit validé par les salariés. Et c'est vrai que les salariés, ils ont l'habitude d'être payés, de voir leurs heures supplémentaires payées avec une majoration de 25% jusqu'à certains plafonds, puis après de 50%. Donc, c'est des choses qui sont rarement mises en place. Ce qui est plus mis en place, là encore, c'est les règles sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. L'objectif, c'est qu'on peut augmenter ce plafond. Quand une entreprise, on voit qu'elle est amenée à dépasser ce contingent-là pour un ou plusieurs salariés, ce qu'on va proposer, c'est de faire un accord collectif d'entreprise en interne pour augmenter ce plafond. Donc moi, j'en ai conclu beaucoup avec beaucoup de clients au sein de SFC, notamment tous ceux qui étaient affiliés à la convention collective des bureaux d'études techniques, où le contingent est très faible puisque le contingent est à 130 heures par an et par salarié. On a réussi à mettre en place un accord collectif d'entreprise qui porte ce contingent-là à 400 heures par an et par salarié. On est passé d'un contingent du coup de 130 heures annuelles à 400 heures par an. Donc, bien sûr, cet accord-là, j'en ai conclu une dizaine maintenant. J'ai eu aucun refus d'aucun salarié. Pourquoi? Parce que eux, ils y trouvent un intérêt puisque ça leur permet de continuer à faire des heures supplémentaires. Et l'entreprise y trouve un intérêt parce que effectivement, elle trouve un équilibre. Pas verser elle verse les majorations de salaire, mais elle ne donne pas la contrepartie obligatoire en repos. Donc en fait, c'est un travail de donnant-donnant. Le salarié y trouve son compte, l'entreprise aussi. Et les entreprises, surtout, précisent que si jamais le contingent n'est pas augmenté, on ne pourra pas continuer à donner autant d'heures supplémentaires aux salariés puisqu'il faut respecter ce contingent-là, sinon ça coûte trop cher pour l'entreprise. L'accord d'entreprise, il est aussi beaucoup utilisé pour les forfaits annuels en jours, puisque certaines conventions collectives ne prévoient pas la possibilité de mettre en place un forfait annuel en jours, comme par exemple le commerce de vente à distance. D'autres conventions collectives le prévoient, sauf que les dispositions mises en place sont très très restrictives et très contraignantes pour les entreprises. Donc avec un accord collectif d'entreprise, on peut déroger à ces contraintes et assouplir le système mis en place. C'est le cas de la convention collective bureau d'études techniques. Bureau d'études techniques, elle prévoit un système de forfait annuel en jour, mais qui est très contraignant et qui coûte cher. Et l'accord collectif d'entreprise pour le forfait annuel en jour aussi, c'est l'avantage, c'est que certaines conventions collectives le prévoient, mais les dispositions prévues par la convention collective ne sont pas forcément régulières, elles ne prévoient pas toutes les mentions obligatoires, donc il faut se couvrir avec un accord collectif d'entreprise pour régulariser la situation et être sûr que nos forfaits annuels en jour soient licites. On a aussi recours à l'accord collectif d'entreprise pour tout ce qui est mise en place des astreintes ou le travail de nuit. Et je ne rentrerai pas en détail, ça vous pourrez toujours m'interroger et me contacter pour que je puisse vous apporter toutes les informations nécessaires. Puisque les astreintes et le travail de nuit, c'est quand même des dispositions qui sont très spécifiques et qui ne concernent pas la plupart des entreprises. Donc, l'accord collectif d'entreprise, c'est vrai que ça peut faire peur comme terme, ça peut être considéré comme lourd, mais nous, au sein de SFC, on en met de plus en plus pour les entreprises qui ont moins de 11 salariés. Elles y trouvent un intérêt à mettre en place un accord collectif d'entreprise, et c'est très simple à mettre en place, puisque concrètement, ça consiste à rédiger un projet d'accord, on le présente ensuite à l'ensemble du personnel. Ils ont 15 jours pour étudier cet accord-là, et après, on organise un référendum. Les salariés doivent se prononcer sur oui ou non, ils acceptent l'accord qui leur est présenté. Donc, bien sûr, on rédige les choses de façon à faire en sorte que les salariés y trouvent un intérêt et que l'entreprise également y trouve un intérêt. J'ai encore, au jour d'aujourd'hui, j'ai rencontré aucun accord collectif d'entreprise refusé par les salariés. Il y a toujours eu peut-être un ou deux non, un ou deux refus, mais ça n'a pas remis en cause l'entrée en vigueur de l'accord collectif dans l'entreprise. Voilà pour ce troisième chapitre. Est-ce que vous avez des questions ?
C'est tout bon. Alors oui, j'ai fait une autre partie, une partie 4 sur le contrôle de la durée du travail. L'idée, c'est de vous sensibiliser à l'importance d'établir un véritable contrôle pour éviter un éventuel contentieux prud'homal. Donc, on distingue les horaires collectifs, l'horaire collectif de l'horaire individuel de travail. L'horaire collectif, c'est lorsqu'un service ou une équipe travaille selon le même horaire de travail. Dans ce cadre-là, le contrôle de la durée du travail, on n'est pas obligé de faire un décompte individuel. Un simple affichage suffit. Même si légalement, ce n'est pas obligatoire de faire un décompte individuel du travail, moi je préconise toujours, même si on a un horaire collectif de travail, en plus de l'affichage des horaires, de faire un contrôle individuel du temps de travail de chacun des salariés. C'est lourd à gérer, peut-être, ça dépend de ce que vous mettez en place, mais l'avantage, c'est vraiment que vous êtes protégé sur toute demande éventuelle de rappel d'heures supplémentaires. Ensuite, quand les salariés ont un horaire individuel, donc là, c'est une obligation légale, il faut faire un décompte individuel de la durée du travail. C'est un décompte qui doit se faire quotidiennement et un décompte également hebdomadaire. Donc l'objectif du contrôle de la durée du travail, c'est vraiment de vérifier que les durées maximales du travail soient respectées, que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été payées ou payées soit sous la forme de repos, soit sous la forme financière, et surtout se garder des preuves en cas de contentieux prud'homal. L'idée, c'est qu'attention, si les salariés, on voit que des salariés travaillent un petit peu plus que ce qu'ils doivent faire, ou s'ils ne respectent pas les règles sur la durée du travail, ne pas hésiter à les sanctionner. Un mail d'avertissement pour commencer, un rappel à l'ordre oral, et éventuellement, si ces deux rappels à l'ordre n'ont pas été suivis des faits, ne pas hésiter à adresser un avertissement. Les forfaits doivent également faire l'objet d'un contrôle. On doit vraiment contrôler les forfaits. Donc, le forfait annuel en heures, c'est l'accord collectif qui va définir les modalités de contrôle. Le forfait en jour, c'est pareil, c'est un accord collectif qui doit définir. En principe, c'est un document qui fait apparaître le nombre de jours travaillés et le nombre de jours non travaillés. Et après, on a un récapitulatif annuel. Voilà pour le contrôle de la durée du travail. Donc, ce contrôle-là de la durée du travail, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'éviter d'éventuelles sanctions. Donc, on a des sanctions civiles. Ça peut être un simple avertissement de part de l'administration ou, plus importante, une amende administrative. Donc, en théorie, l'administration, quand elle fait un contrôle au sein de votre entreprise, elle va, en principe, si c'est la première infraction, vous adresser un simple avertissement et vous demander de régulariser la situation et de respecter les durées du travail. Si elle voit que vous êtes de mauvaise foi, qu'il y a des salariés qui contestent leur durée du travail, elle peut vous adresser une amende. Et au prud'homme, donc du coup, il peut y avoir une demande de rappel de salaire, comme je vous l'ai dit, des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le salarié peut aussi demander la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ou faire une demande de résiliation judiciaire s'il constate que toutes les heures travaillées n'ont pas été rémunérées et que malgré ces demandes, l'entreprise ne prend aucune mesure. Il y a aussi des sanctions pénales. Et c'est très important de suivre la durée du travail, notamment s'il y a un accident du travail et qu'on se rend compte que le salarié a explosé ses quotas d'heures. L'accident du travail pourrait vous être imputable. Voilà, sur ce sujet de la durée du travail, c'est un sujet qui est très dense. Je suis allée très très vite. Je vous ai donné beaucoup d'informations d'un coup, mais il ne faut pas hésiter à me recontacter ultérieurement pour approfondir l'un des points que j'aurais évoqués aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Juste un truc que vous pourrez me rappeler plus tard parce que là, je vais enchaîner avec une autre réunion. Pas de souci, je prends vos coordonnées, je les note et je vous rappelle. D'accord. Merci à vous. Bonne journée. Vous voulez que je vous les donne là? Vous les avez déjà, non? Je les ai, oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je vais rentrer. Alors, je quitte la réunion. C'est où déjà?
Oui, vous pourrez récupérer le support, je vous l'adresserai par mail à toutes les personnes qui ont été inscrites, je vous l'adresserai. Là, tu as une question, comment faire pour contrôler quand on n'a pas de pointeuse? Alors, comment faire pour contrôler quand on n'a pas de pointeuse? C'est une bonne question. On a plusieurs dispositifs. Alors, soit on a des feuilles d'heures hebdomadaires où le salarié remplit les heures d'arrivée, les heures de sortie, le temps de pause, déjeuner. Et ensuite, il remet ses fiches d'heures à son responsable, qui les contresigne et qui les remet après à l'ARH ou au service se paye. On a plusieurs dispositifs. Alors après, il peut aussi y avoir des dispositifs technologiques avec des logiciels spécifiques. Mais c'est vrai qu'un décompte, ne serait-ce que papier, c'est déjà un bon outil. Nous, au sein de SFC, pour les forfaits annuels en jour, on a des kits pour contrôler un forfait annuel en jour. On a la trame pour l'entretien spécifique annuel, ou des fois on a 2 entretiens annuels. Et on a également une trame mensuelle pour le décompte du nombre de jours travaillés et le nombre de jours non travaillés. Parce que quand on est sur des nombres de jours non travaillés, il faut préciser également le type de journée non travaillée, si c'est une absence, si c'est un RTT, un congé payé, etc. Pour qu'on puisse vérifier à la fin de l'année que le salarié a bien pris tous ses RTT qui lui étaient dus au titre de son forfait annuel en jour. Une autre question. Est-il vrai que le temps de pause déjeuner ne peut être inférieur à 1 heure? Alors, le temps de pause déjeuner, non, il peut. C'est-à-dire qu'au bout de 6 heures de travail, on doit avoir 20 minutes de pause. Donc, la pause déjeuner, elle peut être de 20 minutes. Mais c'est vrai que c'est un temps qui est court. En général, c'est vraiment 1 heure, c'est vraiment le minimum. Non, je pense qu'il n'y a pas d'autre. Ah, si, encore une question. Pouvez-vous m'envoyer le kit forfait jour? Oui, je vous recontacterai pour évoquer avec vous les modalités de contrôle d'un salarié en forfait annuel en jour, et je vous présenterai nos dispositifs qu'on a en interne. Il n'y a pas de problème. J'ai une question à l'oral. Je ne sais pas si oui. Oui. Très bien. Oui. Bonjour, c'est encore Agnès Ferjou. Je voulais vous expliquer un petit peu la différence entre les fameux 20 minutes de pause obligatoires au bout de 6 heures de travail et la pause déjeuner, parce que il me semble que vous avez dit que les 20 minutes étaient rémunérées s'il s'agissait d'une pause. Non, c'est pas rémunéré. D'accord. Ah oui, ok. Sauf si, il y a toujours des sauf si, hein, sauf si votre convention collective ou votre accord d'entreprise prévoit le contraire. Mais le principe, c'est que pendant le temps de pause de 20 minutes, le salarié, il n'est pas à la disposition de son employeur. Il est libre de vaquer à ses occupations personnelles et donc, du coup, il n'a pas à être rémunéré. D'accord, donc ça peut correspondre à la pause déjeuner. En général, elle se confond. Oui. Cette pause-là, en général, les salariés travaillent 4 heures le matin ou 3 heures le matin et 4 ou 3 heures l'après-midi. Et puis, du coup, le temps de pause de 20 minutes, c'est de la pause déjeuner, finalement. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie. Et tu avais une dernière question dans le bâtiment? Alors, dans le bâtiment, nous faisons un fini parti. Peut-on déduire des heures de comptage hebdo? Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'on peut déduire des heures du comptage hebdo? Dans le bâtiment, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres domaines d'activité,
lorsque le contrat de travail il est par exemple sur une base de 39 heures, le salarié doit travailler 39 heures. S'il est amené à faire moins que 39 heures, on ne peut pas lui déduire des heures. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on déduit aussi sa rémunération. Le principe, c'est qu'on est obligé de fournir un travail au salarié qui corresponde à sa durée du travail. Je ne sais pas si c'était la question. En tout cas, il ne faut pas hésiter à me recontacter ultérieurement. Ah, lorsqu'il termine son travail, le salarié peut quitter effectivement le chantier, mais encore une fois, c'est à vous de fixer les règles parce que lorsqu'il termine son chantier, à ce moment-là, il faudrait qu'il fasse des fiches d'heures et qu'il mette, parce que s'il a un accident de la route ou un accident quelconque alors qu'il n'est pas sur son chantier, cela peut être problématique. Il faut voir. Oui, alors ça, pour faire ça, il faut que ce soit un forfait. Pour compenser les heures de travail d'une journée à l'autre, il faudrait faire un forfait hebdomadaire qui inclut un certain nombre d'heures et il est libre de le gérer comme il l'entend. On peut varier la durée du travail d'un jour à l'autre. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous enverrai, comme je vous ai dit, le support sur vos adresses mail et je reprendrai contact avec ceux qui avaient des questions particulières. Sinon, n'hésitez pas à me contacter pour évoquer tous vos sujets sur la durée du travail. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir.